Cette semaine, dans Afrique, nous partons en Afrique du Sud, où plus de 50 ans après avoir été expulsés de chez eux au nom de l'apartheid, des Sud-Africains espèrent retrouver leur terre grâce à une récente décision de justice. Nous nous rendons également en Ouganda, où les victimes des attaques à l'acide se battent pour que la justice durcisse la législation en la matière. Mais d'abord, les titres de l'actu. L'Afrique du Sud a confirmé un premier cas de coronavirus sur son territoire. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui a séjourné en Italie. Nous avons confirmé l'existence d'un patient qui a été testé positif au virus Covid-19 pour la première fois dans le pays. Et ce patient a été identifié dans la province du KwaZulu-Natal. L'Afrique du Sud doit évacuer dans les prochains jours environ 180 de ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Au Sénégal, 2 nouveaux cas ont été détectés sur une Française et une Anglaise, portant à 4 le nombre de personnes contaminées dans le pays. Un premier cas a également été annoncé au Cameroun, un Français arrivé le 24 février à Yaoundé. Le continent africain compte au total une dizaine de cas confirmés. Le président ivoirien Alassane Ouattara ne briguera pas un 3e mandat. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Une annonce surprise qui a été saluée partout dans le pays. C'est une bonne initiative de sa part parce qu'il a vraiment beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a construit des routes et tout. Nous tous le savons. Et je pense qu'il est temps pour lui de laisser la place à la nouvelle génération. Des rumeurs d'une révision de la Constitution qui aurait permis à Alassane Ouattara de se représenter enflaient depuis des mois. Le président, 78 ans, a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Il a pacifié la Côte d'Ivoire et l'a transformée en menant notamment une politique ambitieuse de grands travaux. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu dans les fiefs touaregs de Kidal, dans le nord du pays. Une visite hautement symbolique, censée manifester le rétablissement de l'autorité de l'État, 3 semaines après le retour de l'armée dans la ville, contrôlée par d'ex-rebelles touaregs. La réussite de cette initiative de reconstitution de notre armée nationale et de son déploiement sur les zones que j'ai indiquées est une réussite, est une condition à la paix et à la réconciliation dans notre pays. L'État n'avait pas repris pied à Kidal depuis mai 2014. Le Mali est confronté depuis 2012 aux insurrections salafistes et djihadistes. Les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, et son Premier ministre ont présenté leur nouveau gouvernement lors de la cérémonie d'investiture. Embalo a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale. En premier lieu, nous allons combattre la corruption. Tolérance zéro. Nous allons combattre le narcotrafic. Nous allons combattre la fainéantise et le népotisme. Cet État appartient à tous les fils de Guinée-Bissau. Ce gouvernement ne sera pas un gouvernement qui se servira des biens publics pour des besoins personnels. Mais le candidat du principal parti du pays, Domingo Chimoes Pereira, conteste toujours la victoire d'Embalo. Le pays a même compté 2 présidents pendant quelques jours après que le parti a investi comme président intérimaire un de ses responsables qui a fini par démissionner. Abonné au coup de force politique, la Guinée-Bissau a connu depuis son indépendance en 1974 4 coups d'État, 16 tentatives et de nombreux premiers ministres. Il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre Ebola en République démocratique du Congo. La dernière patiente encore hospitalisée dans un centre de traitement est sortie. L'Organisation mondiale de la santé a affiché son optimisme quant à une fin prochaine de l'épidémie, déclarée le 1er août 2018. À partir de la sortie de ce cas, c'est qu'à partir de sa guérison, on peut maintenant compter les 42 jours pour dire qu'on va déclarer la fin de l'épidémie. L'épidémie a fait 2264 morts. C'est la 10e sur le sol congolais depuis 1976, la 2e la plus grave de l'histoire. L'est de la RDC et la ville de Beni ont été les zones les plus touchées.
C'est toujours une promenade riche en émotions pour Cassim Morris. Ce Sud-Africain a grandi ici jusqu'en 1966. Cette année-là, le régime de l'apartheid décide de transformer ce quartier multiculturel du centre du Cap en zone réservée aux Blancs. 50 000 personnes sont évacuées de force de ce que l'on appelle alors le District 6. Notre maison était à environ 300 mètres d'ici. Et je vois encore le jour où ils ont dit à mon grand-père qu'il devait partir. Un déracinement pour des milliers de familles éparpillées dans les bidonvilles en bordure du Cap. À la fin de l'apartheid en 1994, de nouvelles lois permettent la restitution des terres, mais seule une minorité de familles est relogée. Pour le porte-parole des anciens habitants du District 6, le gouvernement ne s'est tout simplement pas montré à la hauteur. Ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas assez de personnel ou les infrastructures. Et le pire, c'est que l'argent, il y en avait, mais cet argent a été dilapidé. À bout de patience, le collectif mené par Chaïd saisit la justice en 2018 et obtient gain de cause. À la surprise générale, un juge ordonne à l'État d'agir. En décembre 2019, le gouvernement promet que les près de 1000 plaignants seront relogés d'ici à 2024. Cassim Morris a longtemps cru qu'il ne retrouverait jamais le quartier de son enfance. Il se réjouit du jugement, mais sait qu'il ne réglera pas tout. Le traumatisme est là, il a eu lieu, et on ne peut pas l'effacer, même si on se réinstalle dans le District 6. Ce traumatisme est là pour toujours. Pour son épouse, elle aussi issue d'une famille du District 6, c'est l'aboutissement du combat d'une vie. Ça va lui apporter la paix quand il rentrera. Il sera bien. Il sera toujours têtu, mais il sera bien. En Afrique du Sud, l'apartheid a laissé des cicatrices innombrables. La répartition des terres en est l'une des plus visibles. Si le gouvernement tient ses promesses, le District 6 pourrait devenir un exemple de réconciliation entre un peuple et son passé. À l'âge de 12 ans, Daniel a été victime d'une attaque à l'acide par un de ses meilleurs amis. 10 ans plus tard, la douleur est encore vive. J'ai compris tout de suite que c'était de l'acide. J'avais déjà entendu parler de personnes qui se faisaient attaquer à l'acide. Au moment précis où je l'ai senti, c'était trop. Mes yeux brûlaient, ma peau brûlait. Cela me faisait atrocement mal. La douleur passée reste la stigmatisation, tout aussi difficile à supporter. Visage défiguré, perte de confiance en soi, peur de l'autre, la convalescence est souvent longue. Mais grâce à l'aide de ses proches, Daniel a pu s'en sortir, tout comme Linetti, agressée par son ex-compagnon. Aujourd'hui, elle se bat pour faire changer la législation dans son pays. Toutes les victimes luttent pour une justice plus efficace et plus à l'écoute. Nous voulons inclure dans une première législation qu'il n'y ait plus de libération sous caution pour les auteurs d'attaques. Ces personnes ne devraient pas être libérées sous caution. Et nous avons également besoin que la peine soit claire. Par exemple, il doit être clair que si quelqu'un a versé de l'acide et si cela a été prouvé, cette personne doit mourir en prison. D'après l'ONG britannique ActionAid, les agresseurs peuvent facilement se procurer de l'acide bon marché et visent principalement les femmes. Jennifer a été agressée par un collègue jaloux de son succès professionnel. On ne peut pas se promener. On s'enferme dans notre chambre à la maison. On a peur que les gens nous voient. S'ils nous voient, ils sont effrayés. Et on pleure à cause de la douleur et de notre apparence. Jennifer a perdu son travail à cause de sa nouvelle apparence. Elle a dû quitter la capitale pour vivre dans son village. Désormais, cette mère de 4 enfants gère une échoppe et un bar dans lequel elle vit aussi. En 2018, 42 cas d'attaque ont été répertoriés selon une ONG locale, mais la police, elle, en a recensé 4. L'entraîneur Patrice Baumel a été nommé nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a été l'adjoint d'Hervé Renard en Zambie, en Côte d'Ivoire et au Maroc. Baumel aura pour objectif de qualifier les éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 au Cameroun.
Quand nous regardons le contexte actuel, nous nous sommes dit il faut prendre quelqu'un qui connaît la maison. Et quelqu'un qui a aussi une vision qui est proche de la nôtre. Il s'agit de reconstruire une équipe en intégrant des jeunes joueurs, en intégrant des joueurs qui arrivent. Et Patrice Baumel, avec Hervé Renard, nous a montré qu'il avait cette capacité. Avec Hervé Renard, Patrice Baumel a gagné la CAN à 2 reprises. La Côte d'Ivoire va affronter Madagascar lors des éliminatoires de la prochaine édition. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.